sans plus attendre, je vais demander à Mustapha Zouinard de nous rejoindre. Donc Mustapha, tu vas nous parler de la transformation du travail à l'heure de l'IA générative avec une vision ergonomique. Tu es ergonome, tu es chercheur chez Orange et également tu es professeur associé au CNAM. Voilà, et tu vas donc nous régaler avec de l'ergonomie et comment l'IA finalement transforme les métiers. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à cet anniversaire. J'en suis très honoré. Donc, je vais vous parler de transformation du travail à l'ère de l'IA générative, en essayant d'examiner ce sujet donc, par le biais d'une perspective ergonomique. Et dans ce cadre-là, je vais mobiliser un certain nombre de notions que nous utilisons en ergonomie pour aborder les questions relatives au travail de façon générale, la notion d'activité qui est centrale, vous verrez pourquoi, l'interaction humain-machine qui a été déjà un petit peu abordée et sur laquelle je reviendrai pour traiter d'autres points très importants quand on parle d'interaction avec de l'intelligence artificielle générative, la distinction fondamentale en ergonomie entre travail réel et travail prescrit, la question de la conduite des transformations qui a été un petit peu abordée dans la présentation précédente, la question des usages, de l'appropriation, ça a été également un petit peu abordé à travers la notion d'adoption, et puis aussi les dimensions individuelles et collectives du travail, parce qu'on a souvent tendance, quand on parle du travail, à l'individualiser, ou quand on parle d'usage de technologies numériques, on a souvent tendance à oublier la dimension collective qui est également fondamentale lorsqu'on traite non seulement des questions de transformation, mais aussi des questions de conception de technologies numériques. Alors, pour commencer sur donc, cette question des transformations et des conséquences de l'IA de façon générale sur le travail, je vais partir de ce schéma, alors, qui est évidemment synthétique dans le sens où il ne permet pas de tout explorer en matière de transformation, mais il donne, on va dire, quelques éléments sur les points fondamentaux, de mon point de vue, à regarder quand on parle de transformation. Tout d'abord, et puis je vous montrerai des exemples qui viennent appuyer, en tout cas, ce schéma. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut ne pas y avoir de transformation du tout, pas de modification. Alors, c'est plutôt rare quand on introduit des technologies, qu'elles soient numériques ou pas, dans des situations de travail. Ce qui se passe toujours, c'est une transformation, même une transformation mineure, qui ne change pas fondamentalement le cœur du travail, le sens du travail n'est pas modifié. Ce sont des tâches qui vont être modifiées. Ce sont, par exemple, des micro-tâches qui vont être modifiées. Donc, vous pouvez avoir ce type de transformation. Et on en a vu des exemples. Par exemple, utiliser DeepL pour, de temps en temps, faire de la traduction. Ça ne change pas fondamentalement le travail d'un chercheur, par exemple. Mais évidemment, ça facilite son travail. Mais il n'y a pas de transformation fondamentale. Alors, il y a un continuum, évidemment, comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma, qui nous fait arriver, disons, dans les transformations profondes. Et on va en voir des exemples, des transformations structurelles qui changent le cœur de l'activité, qui changent parfois le sens du travail. Alors ces changements peuvent être de nature qualitative, importants, avec par exemple l'apparition de nouvelles procédures, la mise en place de nouvelles technologies, numériques ou pas, va par exemple donner lieu à la mise en place de nouvelles procédures, et ça peut changer fondamentalement le travail. La suppression de tâches, certaines tâches vont être supprimées, on n'en est pas encore à la disparition du métier, de nouvelles tâches peuvent apparaître du fait de l'usage de telle ou telle technologie, et puis à l'extrême, ce qui peut se passer évidemment, c'est la disparition du métier. Et il ne faut pas oublier que quand on parle, comme je l'ai dit au début, de transformation, ces transformations, elles peuvent être individuelles et collectives. Et il est important de considérer les deux, et pas uniquement les transformations individuelles. Je vous en donnerai un exemple notamment. Alors, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, et je donnerai des exemples dans le domaine de l'IA,
Cet exemple, je l'aime beaucoup. C'est celui de l'évolution du pilotage d'avion. Alors, au début, le pilotage d'avion était essentiellement manuel. Il n'y avait pas d'automatisme. Et puis, progressivement, avec les évolutions technologiques, de plus en plus d'automatismes ont été introduits dans les avions. Les avions, maintenant, c'est quasiment des ordinateurs. Vous avez un ordinateur qui pilote l'avion en réalité. Et donc, c'est devenu une sorte d'interface avec le pilote. Et de ce point de vue-là, le métier de pilotage d'avion a radicalement changé. Le pilote, aujourd'hui, il fait surtout de la supervision. Il pilote encore de façon manuelle, notamment dans les phases de décollage et d'atterrissage. Mais quand l'avion est en phase de croisière, le pilote ne fait absolument rien. Un avion aujourd'hui de ligne pourrait quasiment voler seul. On garde l'humain parce que l'humain a des capacités que la machine n'a pas aujourd'hui, quelle qu'elle soit d'ailleurs. L'humain a de l'intelligence contextuelle, ce que les machines aujourd'hui, toutes les machines, n'ont pas. L'humain est capable de s'adapter à des contextes très divers. Et ça n'est pas encore possible pour une machine, d'où l'intérêt de garder l'humain. Et l'humain reste, central, on va dire, dans de nombreux systèmes socio-techniques. Pas uniquement dans le domaine de l'aviation, mais par exemple dans le domaine du nucléaire et dans le domaine de l'industrie, etc., etc. Et à chaque fois qu'on imagine que les automatismes vont remplacer l'humain, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que l'humain reste central. D'accord ? Et ça, c'est un point véritablement important. Alors, vous avez à peu près la même chose dans le domaine de l'agriculture. J'ai pris l'exemple de la traite de vaches, et vous voyez l'évolution. C'est assez impressionnant avec la disparition de la traite manuelle. Alors, elle n'a pas complètement disparu, peut-être qu'il y en a encore qui pratiquent ce type de traite, mais vous voyez, à travers une médiation technique, progressivement, on en est arrivé à des systèmes aujourd'hui qui font complètement ce travail. Et donc, l'agriculteur, pour autant que je le comprenne, eh bien, maintenant, c'est devenu aussi une forme de superviseur. Il fait de la supervision. Il a des données de différents capteurs, il a des données qui lui arrivent des machines, et il fait de la supervision. Donc là, on a un autre exemple intéressant de transformation profonde de l'activité des agriculteurs, en tout cas ceux qui utilisent ce type de technologie. Et c'est important d'apprécier ce type de transformation. Alors, je vais prendre un exemple dans le domaine de l'IA. Alors là, ce n'est pas de l'IA générative, mais c'est un exemple intéressant. C'est plutôt dans le domaine de la radiologie avec l'utilisation de la dictée à reconnaissance vocale. Vous savez, le radiologue, aujourd'hui, peut utiliser un système de dictée à reconnaissance vocale qui va, par exemple, produire un compte-rendu radiologique. Alors, vous voyez, sans le système complètement à gauche, ce qui était, on va dire, la manière dont ça fonctionnait, c'est que vous aviez des secrétaires qui produisaient le compte-rendu, le radiologue qui enregistrait le compte-rendu et les secrétaires qui faisaient la transcription, avec relecture et correction. Eh bien, dans une étude qui a été réalisée par une doctorante que j'ai co-encadrée, Tamari Gamkredidze, ce qu'elle constate, c'est à la fois des transformations mineures du côté des radiologues. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de conséquences. Des transformations mineures peuvent avoir des conséquences importantes sur le travail, sur la qualité du travail. Pour ce qui concerne le radiologue, ça va être des tâches en plus, comme la relecture et la correction du compte-rendu qui étaient réalisées auparavant par les secrétaires. Par contre, ce qu'on voit du côté des secrétaires, c'est la disparition de la tâche de transcription avec relecture et correction. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit une disparition du travail collectif. En fait, il y avait des interactions entre secrétaires et radiologues dans la construction du compte-rendu. Et ça disparaît complètement. Et un autre point important, c'est que, en fait, la transcription des comptes rendus radiologiques, c'était une activité source d'apprentissage, source de développement pour les secrétaires. En fait, ça leur permettait d'apprendre des choses dans le domaine de la radiologie. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que cette tâche disparaît. Donc, il y a une source de développement, d'apprentissage qui disparaît. Donc, c'est important toujours d'apprécier également les conséquences, je dirais, sur le développement au travail. Alors,
il y a un sujet, quand on parle de transformation, qui revient souvent sur la table quand on parle de l'IA, c'est l'automatisation et donc la disparition des métiers. Alors j'aime bien cet exemple. Alors c'est une citation de Geoffrey Hinton, qui vient d'avoir le prix Nobel de physique pour ses travaux, notamment dans le domaine du deep learning. Et en 2016, donc c'est l'un des pères du deep learning tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit, Geoffrey Hinton? Il nous dit il faudrait que les radiologues, que les médecins, en tout cas les étudiants en médecine, laissent tomber la radiologie parce qu'ils vont être remplacés par des systèmes capables de faire des diagnostics sur la base de clichés radiologiques. Ça ne servira plus à rien de faire des études de radiologie. Il a eu tort. Il a eu tort, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une bonne connaissance du travail réel des radiologues. Les radiologues, ils ne font pas que de l'interprétation des images. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Et aujourd'hui, on en est plutôt à une complémentarité entre radiologues et système d'IA. On n'est pas du tout dans la disparition. Donc, même de très grands esprits peuvent se tromper parce que, justement, ils n'ont pas été attentifs à cette distinction importante entre travail réel et travail prescrit. Le travail tel qu'il est réalisé en situation qui dépasse toujours le travail prescrit. Alors, un autre exemple, toujours dans ce domaine-là, concerne plutôt les travaux des économistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes qui tentent de faire des prédictions sur le taux d'exposition, on va dire, des tâches, des métiers à l'IA. Alors, ce sont des travaux intéressants qui sont mathématiquement très sophistiqués, mais le problème, c'est que dans leurs travaux, ils mobilisent en fait des classifications de tâches, de métiers, qui ne reposent que sur du déclaratif. Alors, ce sont des travaux intéressants, mais ils ont une grosse limite. Là aussi, ils ne tiennent pas compte du travail réel. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, quand on parle de transformation, qu'en est-il avec l'IA générative? Eh bien, ce qu'on constate, je vais aller un petit peu plus vite là, c'est des études qui montrent, quand on regarde l'état de la littérature, des études qui montrent des augmentations de la performance, une amélioration en termes de gain de temps, par exemple, une facilitation des activités de travail. Tout ça est réel. D'accord? Bon, c'est assez, on va dire, bien illustré dans bon nombre d'études, et ça a été déjà dit un petit peu avant. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été constaté, c'est que l'amélioration bénéficie surtout aux travailleurs moins experts. Il y a moins d'effets chez les plus expérimentés, et cet effet est lié à un moindre engagement des expérimentés dans l'usage du LLM, enfin, est moins lié, si vous voulez, à un moindre engagement des expérimentés dans l'usage du LLM, plutôt qu'à un manque d'utilité. Donc, ce n'est pas en raison d'un manque d'utilité, c'est notamment parce que, finalement, ils trouvent qu'ils n'ont pas besoin de l'IA générative pour faire beaucoup plus par rapport à, par exemple, des salariés qui sont moins expérimentés. Alors, ce qui a été aussi constaté, c'est que cette amélioration est notamment, par exemple, liée au fait que les modèles d'IA, via leur entraînement, diffusent des savoirs tacites des experts. Et que l'amélioration est souvent est meilleure lorsqu'elle est précédée de tutoriels, c'est-à-dire d'une phase d'apprentissage. Alors cependant, on observe quand même des effets problématiques. Par exemple, le fait que certains salariés ont tendance à faire trop confiance à l'IA. C'est la problématique de la surconfiance. Et ça, c'est un vrai problème qui a été observé depuis au moins 40 ans avec, on va dire, l'automatisation. Le fait qu'il y a une tendance à faire trop confiance au système, et ça peut, on va dire, générer des problèmes. Le fait que, alors ça a été déjà dit un petit peu, les individus qui suivent aveuglément l'IA, sans distance critique, ont de moins bonnes performances, et aussi le risque d'uniformisation de la créativité. Lorsque tous les travailleurs, par exemple, tous les individus, utilisent un même système. Donc là, le risque, si vous voulez, c'est qu'il y ait une uniformisation des productions. Enfin, ce qui a été constaté, c'est que le niveau de performance de l'IA peut jouer sur le niveau d'effort exercé dans l'évaluation de l'IA. C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir trop confiance dans l'IA, eh bien, ils vont être moins critiques vis-à-vis de l'IA. Alors,
aujourd'hui, comme ça a été déjà dit, en fait, il est difficile d'apprécier le degré de transformation lié aux usages de l'intelligence artificielle générative. Ce qu'on constate, et il y a pas mal d'études qui commencent à sortir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de remplacement de métier du fait de l'utilisation de l'IA générative. Très clairement, l'IA générative vient plutôt soutenir, en tout cas telle qu'elle est utilisée, vient plutôt soutenir, on va dire, les travailleurs. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur les usages, c'est que les usages aujourd'hui sont en développement, bien entendu. Alors je ne vais pas détailler, on va dire, cette figure. Alors, il y a différents types d'usages. Alors, ça a été déjà un petit peu dit avant. Mais ce qui est quand même à constater ici, c'est que, eh bien, il y a différents types d'usages qui se développent dans un mode exploratoire. Hein. Les utilisateurs explorent de différentes manières les IA génératives pour voir notamment ce que ça peut apporter dans leur travail. Alors, on va dire, quelques points de vigilance par rapport à toutes les études que l'on peut voir aujourd'hui sur l'IA générative, c'est que ces études sont souvent expérimentales. Elles ne sont pas réalisées véritablement dans des contextes réels, ou en tout cas dans des conditions réelles. Il y a le plus souvent un focus sur la performance, donc il y a moins d'éléments sur les transformations qualitatives des activités. Il y a un manque d'éléments sur les usages, donc comme je viens de le dire, et les transformations du travail. Il y a peu de prise en compte des incidents sur la dimension collective du travail, comme je l'ai dit tout au début. Ça, c'est relativement absent dans les études. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce stade, il est véritablement difficile de tirer des conclusions définitives, ça a été là aussi dit, hein, pour plusieurs raisons. Les LLM s'améliorent rapidement, les usages sont exploratoires, donc aujourd'hui, c'est très difficile en fait de dire ce qui va véritablement se passer. Est-ce qu'il va y avoir des métiers qui vont disparaître? Est-ce qu'il va y avoir des transformations profondes ou pas? Un autre aspect, je pense, important à connaître, c'est que ce qu'on voit, c'est que les usages sont plutôt répandus chez les plus diplômés. Et de ce point de vue-là, on peut, on va dire, penser qu'il peut y avoir un risque d'accroissement des inégalités sociales au travail, c'est-à-dire qu'il peut y avoir comment dire, des inégalités entre ceux qui sont capables d'utiliser l'IA générative, qui savent l'utiliser, et ceux qui ne sont pas capables de l'utiliser. Un autre point intéressant, c'est que l'utilisation de l'IAG au début d'une carrière professionnelle, en fait, ça peut être une menace pour le développement et de l'expertise et des compétences. Mais ça peut être aussi un accélérateur de l'apprentissage. Et là aussi, aujourd'hui, c'est difficile de trancher cette question. Alors, sur la question de l'interaction humain-IA. Alors, ça a été déjà dit, mais je crois que c'est un point sur lequel il faut absolument revenir, c'est qu'on a bien vu qu'il s'agit de systèmes extrêmement puissants. Mais il faut savoir les utiliser, il faut savoir produire des prompts. Et ce n'est pas du tout évident. Ça nécessite un apprentissage. Et ça, c'est un point véritablement important. On croit qu'il suffit de maîtriser, enfin de savoir utiliser le langage naturel pour pouvoir interagir avec un système d'intelligence artificielle générative. Et on voit que non, ce n'est pas du tout le cas. Il faut des compétences, et il faut aussi des compétences dans son propre domaine d'expertise pour pouvoir tirer profit des systèmes d'IA génératifs. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Alors ça, c'est un point qui me paraît aussi important, parce que depuis plusieurs années, on parle beaucoup de collaboration humain-IA. Alors, il faut être très prudent avec l'utilisation de cette notion de collaboration, parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'IA ne disposent pas véritablement des compétences qui, on va dire, permettent une véritable collaboration ou coopération entre humains et IA. Et toutes les études qui sont réalisées sur cette question de la collaboration humain-IA, en réalité, ce sont des études dans lesquelles la collaboration est très pauvre. OK, 5 minutes. Et elle se limite en fait à différentes configurations de répartition de tâches. Ce que vous avez dans la collaboration, c'est uniquement de la répartition de tâches qui est très simple. On est loin d'une véritable collaboration au sens humain du terme.
Un autre point intéressant et important, c'est celui de l'opacité de l'IA. Alors, on a parlé de deep learning. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles deep learning sont aujourd'hui considérés comme des modèles boîte noire, dont il est difficile de comprendre le fonctionnement lorsque ces systèmes produisent des résultats. C'est tout le problème de l'explicabilité. Donc, si vous interagissez avec un système qui produit un résultat, et si vous avez besoin de comprendre ce résultat, c'est très, très difficile. Et ça, des études l'ont montré, cette opacité, ce manque d'explication peut constituer un véritable problème en termes d'usage des systèmes d'IA. Alors, du point de vue de la conduite des projets d'IA, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, en fait, les intentions organisationnelles, les organisations qui mettent en place des systèmes d'IA, sont parfois ambivalentes et discutables. Souvent, en fait, c'est la volonté de mettre en place de l'IA, eh bien, elle repose sur des motifs de surface, en réalité, qui cachent d'autres intentions. Souvent, on dit, oui, on va mettre de l'IA pour libérer les travailleurs des tâches pénibles, pour les concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais en réalité, souvent, c'est quand même au service de modèles gestionnaires, de réduction des coûts, de rationalité financière. Par ailleurs, ça pose aussi la question de qui définit la valeur et du sens du travail. Qui définit que telle ou telle tâche est ennuyeuse, monotone, et qu'il faudrait automatiser? D'accord? Et c'est une question importante. Est-ce qu'on pose la question aux salariés? Est-ce qu'on pose la question aux personnes qui sont directement concernées? Eh bien, c'est rarement le cas, en réalité. Donc, ce qui nous conduit à la question qu'on verra tout de suite après, celle de la participation des personnes concernées à la conception des systèmes d'IA. Par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est que les systèmes d'IA sont souvent mobilisés dans des contextes de solutionnisme technique. C'est-à-dire qu'on va considérer l'IA, donc la technique, comme remède à des problèmes systémiques complexes, à des problèmes humains, des problèmes organisationnels. On pense que la technologie va résoudre tous les problèmes, ce qui, évidemment, n'est pas du tout le cas, souvent. Alors, je vais terminer juste après ça. L'envers du décor de l'IAG, les travailleurs de l'IA. Alors, on a, depuis le début, beaucoup parlé de l'IA, de ses capacités, de ce qu'elle est capable de faire ou pas, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des travailleurs de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on fait travailler pour labelliser des données, qui vont servir à l'apprentissage. Donc, ça va être des personnes, par exemple, qui vivent au Kenya. Ça va être des personnes qui vivent à Madagascar. D'ailleurs, à propos du fromage, alors, je ne sais plus si c'est Google ou une autre entreprise, a fait travailler comme ça des salariés malgaches pour labelliser des données sur des images de plats. Vous savez, pour automatiser, en fait, pour automatiser le passage aux caisses dans des cafétérias ou des restaurants. Et ces pauvres malgaches, donc ils devaient le faire sur des menus, des plats français, et ils avaient du mal, en fait, à différencier le coulommiers du camembert. Et c'était un vrai problème, parce que ce n'est pas dans leur culture, hein, ils n'ont pas une culture de fromage. Bon, mais en tout cas, je pense que c'est important de ne pas oublier ce point-là, c'est que derrière l'apprentissage, il y a des humains qui font ce travail-là. C'est un travail humain qui est invisible, qui est précaire, très mal payé, mal rémunéré, qui est parfois traumatisant, comme vous pouvez le voir ici. Quelqu'un qui devait labelliser une image sur laquelle vous aviez un homme voilà, vous avez compris, je pense, je ne vais pas citer, une absence de protection sociale, etc. Alors tout ça dans une perspective éthique, comme ça a été dit avant, pour justement éliminer toutes les images, toutes les données qui ne sont pas moralement acceptables. Alors c'est ma conclusion, que faire face à cette vague de l'IA? Tout d'abord, je crois que ça c'est un point important, explorer l'utilité, la pertinence de l'usage de l'IA, ça a été déjà dit, je le répète, à travers des mises en débat, discuter de l'intérêt de l'IAG, discuter de ses limites, à travers des partages d'expériences, à travers des expérimentations, analyser les transformations le plus en amont possible pour les anticiper, mettre en place, pourquoi pas, des observatoires des usages de l'IA pour alimenter justement les débats, pour alimenter
le partage d'expériences, développer et garder une posture critique, ça a été dit notamment par Christian. C'est important de bien comprendre que l'IAG n'est pas un oracle, évidemment. Et ça sera ma dernière diapositive. Un autre point qui me semble important, c'est celui de la conduite des projets de conception ou de déploiement de l'IA. Il est important de mettre en place des démarches participatives de conception, de favoriser, on va dire, l'implication des acteurs, des parties prenantes dans la conception et l'ensemble, en fait, des personnes qui peuvent être concernées. S'appuyer sur une démarche éprouvée qui est très utilisée en ergonomie, en UX, en interaction humain-machine, la conception centrée utilisateur, qui est une démarche participative. Je n'ai pas le temps de la développer ici. Et puis, évidemment, quand c'est pertinent, eh bien, engager également les partenaires sociaux à travers du dialogue social. Et enfin, accompagner les utilisateurs et bien sûr former. Je crois que ça a été largement dit et je le répète. Merci de votre attention. Merci Mustapha pour cette présentation qui nous fait prendre encore beaucoup de recul sur l'IA générative et l'impact qu'elle peut avoir sur les organisations, les métiers. Est-ce qu'il y a des... On a le temps pour une petite question. Philippe, alors tu te présentes... ouais, super. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Philippe Gréziac, promo agrotique 97-2000. Quoi ? Pourquoi tu rigoles ? Voilà, c'est placé. J'avais une petite question, parce que c'est un sujet auquel je n'avais jamais réfléchi, par rapport au fait qu'on comprend que l'IA générative exerce dans un contexte culturel. Donc vous avez dit, voilà, on va éliminer certains résultats parce qu'ils ne sont pas convenables par rapport à un référentiel culturel. Donc du coup, je me posais la question s'il y avait une IA occidentale, une IA orientale, une IA africaine, une IA... comment c'est pris en charge dans les réponses que l'IA générative peut apporter. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des réflexions de ce type. Par exemple, en Afrique. Alors, quand on dit Afrique, en réalité, il faut faire attention. L'Afrique n'est pas monolithique. Loin de là. Mais il y a effectivement des réflexions sur le développement d'une IA, par exemple, africaine, qui pourrait éventuellement embarquer des référentiels culturels propres à l'Afrique, enfin à des pays africains. Mais je dirais qu'il faut quand même faire attention à ça, quand on parle de continent. Mais oui, il y a des réflexions, mais j'en sais pas plus. je ne connais pas le sujet de façon très précise. Aujourd'hui, les IA répondent dans un contexte... selon des normes plutôt occidentales, très clairement. Les Kenyans, là, dont je vous ai parlé, on leur demande évidemment de labelliser selon les référentiels culturels occidental ou peut-être américain d'ailleurs, puisque c'est Google. Les Chinois, ils ont développé leur IA Ah, je ne sais pas. C'est une bonne question, peut-être. Mais c'est une question importante.